L'Afrique, on en parle exclusivement sur Al24 tous les jours. Bonsoir, merci d'être des nôtres avec une édition du jour qui débutera sans attendre avec le dossier soudanais. Le conflit fait rage pour sa 4e semaine consécutive, des négociations pour un éventuel cessez-le-feu à la peine en Arabie Saoudite, en dépit d'engagements pour laisser passer des corridors humanitaires. Mais pour l'heure, les pourparlers entre les deux camps des généraux rivaux ne comportent aucun volet politique pour une quelconque trêve. Mauvaise nouvelle pour les 5 millions d'habitants de Khartoum barricadés dans leurs maisons. Le marasme au Soudan commence à s'étendre à d'autres régions. Des sources locales sur place parlent d'affrontements entre communautés. Bilan 16 morts au niveau de la zone frontalière du Soudan du Sud. Un État épargné pour l'heure par le conflit actuel et sans raison avec la crise entre les deux camps militaires rivaux. Des conflits donc entre groupes communautaires éclatent régulièrement au Soudan pour l'accès à l'eau et aux terres agricoles, la circulation de nombreuses armes après une décennie de guerre civile, autre aspect inquiétant de la rivalité tribale. En RDC, dans la zone Est, 400 morts dans les inondations. Les recherches se poursuivent. On continue de fouiller les décombres à la recherche de près de 5000 personnes toujours portées disparues. Des fosses communes ont été creusées au cours de ces derniers jours pour enterrer les corps retrouvés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants. Selon le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies, quelques 3000 familles seraient toujours sans abri. Au Nigeria, 25 personnes enlevées dans une église par des hommes armés. Les assaillants ont fait éruption dans l'église de Béjé, dans la région de Chikun, dans l'état de Kaduna, enlevant initialement 40 personnes. Cependant, 15 d'entre elles ont réussi à s'échapper. Ensuite, le Nigeria, un pays où les enlèvements sont légion, notamment dans le nord-ouest et le centre du pays. Les otages sont souvent retenus dans l'attente du versement d'une rançon. Au Kenya, une sécheresse inédite, la plus longue jamais enregistrée dans le pays, menaçant environ 4 millions de personnes. La famine et le manque d'eau minent l'espoir de retrouver prochainement une situation dite normale. Et selon les prédictions, ce manque de pluie devrait sévir pour une 6e saison consécutive, ce qui éprouve les populations en décimant des troupeaux de moutons, de chèvres et de dromadaires. Élevage au centre de la vie de la plupart des agriculteurs là-bas, à tel point qu'ils craignent la disparition de leur économie et de leur mode de vie ancestral. Cette situation ravive également les tensions communautaires. Selon un rapport de l'ONU, 5 millions de Kenyans connaîtraient probablement une insécurité alimentaire aiguë durant l'année en cours. Et surtout, on retient que 1 million d'enfants risqueraient de souffrir de malnutrition. Parlons de tout un autre sujet à présent. Les élections africaines font appel de plus en plus à des machines électorales électroniques. Pour ses défenseurs, la biométrie permettrait d'optimiser l'objectivité des élections. Or, dans les faits, ceux-ci contredisent ces promesses. Pourtant, malgré leur coût prohibitif, ces machines, au cœur de scandales parfois, continuent de faire des émules pour le plus grand bénéfice des firmes occidentales, souvent, notamment françaises, qui fabriquent ces machines. Des entreprises où le marché des documents numériques sur le continent africain s'avère prometteur pour le futur. Noël Belrad. 25 février dernier, élection générale au Nigeria. Pour la première fois, les électeurs voient arriver le système biométrique électoral. Avec contrôle d'identité dernier cri, accréditation informatique, empreinte digitale et reconnaissance faciale. Le but de la machine, empêcher la fraude et les votes multiples. Mais le système est-il efficace? Comment interpréter le faible taux de participation de 27% et surtout comment expliquer que l'autre nouveauté, à savoir la mise en ligne immédiate des résultats d'environ 176 000 bureaux, n'ont pas été transmis ni affichés. Plusieurs candidats comme Bola Tinubu ont d'ailleurs contesté les résultats en dépit de ces ratés. Autre quoi que les technologies électorales font une percée en Afrique, associée à la démocratie, la modernité et à la transparence auprès de ses promoteurs. Des machines, selon des spécialistes, loin d'être pourtant vulnérables aux cyberattaques et aux manipulations, mais le phénomène est lancé.
Autre aspect de ces technologies, les coûts exorbitants. En effet, des élections en Afrique plus onéreuses par électeur qu'aux États-Unis, au Canada, en France ou encore en Inde. Au Nigeria, le budget de la commission électorale pour les élections de 2023 s'est levé à un peu plus de 600 millions d'euros pour 90 millions d'électeurs inscrits sur les listes. L'acquisition des kits d'accréditation représentait un peu plus d'un tiers du budget total. En Côte d'Ivoire, le recensement biométrique de 2010, qui devait initialement s'élever à 6 millions d'électeurs, à 100 millions de dollars, dont 73,8 millions pour l'entreprise française Safran et le reste pour les sous-traitants. Le premier grand projet de recensement biométrique des électeurs a eu lieu en République démocratique du Congo en 2005, quand le pays sortait de la guerre et était un laboratoire de politique de post-conflit. Les acteurs internationaux sont cependant devenus dès le début des années 2010 de farouches critiques des technologies biométriques qu'ils avaient pourtant présentées comme des solutions. Sur les 55 pays de l'Union africaine, 36 pays ont déjà eu recours au moins une fois à la biométrie pour créer des listes électorales et 5 pays, à l'instar de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, l'Égypte, la Libye ou encore le Maroc, l'utilisent pour établir les états civils dont sont ensuite extraites les listes. 6 pays, le Nigeria mais aussi le Ghana, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Kenya et l'Ouganda utilisent également des kits biométriques le jour du scrutin pour vérifier l'identité de la personne se présentant au bureau de vote. Les industriels rivalisent d'initiatives pour conquérir ces nouveaux secteurs comme la fourniture de machines électorales. On n'est plus dans des luttes pour l'obtention de marchés électoraux à quelques millions d'euros. L'enjeu est bien plus large. Il s'agit de se positionner sur tous les systèmes d'identité dont dépendront bientôt les administrations publiques, les entreprises, banques, opérateurs de téléphonie, les autorités de contrôle aux frontières. La révolution biométrique sur le continent ne fait que commencer. Les leaders sur le continent de la biométrie électorale sont les 2 Français, Gemalto, absorbé par Thales en 2019, et un autre groupe de haute technologie civiles et militaires nommé Safran. S'ils sont loin d'être seuls sur le marché lucratif, ils sont en position de force, en particulier en Afrique francophone. Certains pays sont de véritables chasses gardées à l'image de la Mauritanie, du Mali et de la Côte d'Ivoire, dans lesquels Safran est le seul sur le marché, ou du Burkina Faso, où Gemalto Thales est l'unique acteur. Au Burundi, le volet judiciaire fait état d'un changement d'époque puisque les Burundais ont vu leur ancien puissant Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni comparaître devant un tribunal où il est accusé de saper la sécurité nationale, d'insultes au président et d'enrichissement personnel. Alain-Guillaume Bunyoni, qui était Premier ministre depuis juin 2020, a été démis de ses fonctions le 7 septembre par le président Evariste Ndayishimiye et remplacé par le ministre de l'Intérieur Gervais Ndirakubuka. 5 jours plus tôt, le chef de l'État avait dénoncé dans un discours des velléités de coup d'État de la part de ceux qui se croient, je cite, tout-puissant. Bunyoni était de longue date considéré comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015 et le chef de file des durs parmi les généraux œuvrant dans les coulisses du pouvoir. Si la communauté internationale a salué une certaine ouverture du pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye en juin 2020 après la mort soudaine de Pierre Nkurunziza, une commission d'enquête de l'ONU affirmait en septembre 2021 que la situation des droits de l'homme restait désastreuse dans ce pays. Au Bénin, le nombre d'entreprises créées par des jeunes a triplé en 2022. Les jeunes poursuivent leur fièvre d'entreprendre avec la création d'entreprises dans un contexte de boom numérique propulsé par les outils de la cyberadministration. Entre 2019 et 2022, le nombre de jeunes créateurs d'entreprises au Bénin a explosé, faisant plus que tripler, passant de 7 000 nouveaux enregistrements à 23 000. C'est une croissance de plus de 212%. Le Bénin s'est engagé à mettre en place un environnement commercial numérique qui offre des services innovants au secteur privé et permet aux entreprises de prospérer. Voilà, ça sera tout pour notre tour d'horizon de l'information africaine. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Quant à moi, je vous souhaite une agréable soirée et vous dis à demain.